Perdu au milieu du canal du Mozambique, Europa, petit îlot aride et inhospitalier, est l'une des composantes des îles Éparses, placées sous la tutelle des terres australes et antarctiques françaises. Ces territoires sont institués en réserve naturelle où la pêche et le séjour des personnes sont strictement réglementés. Europa protège en son sein un écosystème unique. Un écrin vert recouvre près d'un tiers de l'île. La grande mangrove d'Europa, univers aquatique, étonnant mariage de la mer et du règne végétal. Loin des grandes routes de navigation, faune et flore sont restées à l'écart des activités humaines, formant un des derniers sanctuaires inviolés de la planète. 2 jours de mauvaise mer depuis le sud de Madagascar n'ont pas entamé le moral des scientifiques de la mission Mangrove. L'équipe de chercheurs est bien décidée à lever le voile sur cette mangrove mystérieuse. Les expéditions précédentes se sont attachées à l'étude des milieux terrestres et marins au détriment de cette incursion marine au plus profond de l'île. Jérôme Bourjat, de l'Ifremer, et Stéphane Sissionne, de Kélonia, l'Observatoire des tortues marines de la Réunion, étudient ces reptiles depuis plusieurs années sur les îles Éparses. Ils ne perdent pas un instant. La première rencontre avec la mangrove se fera en canoë pour une découverte au fil de l'eau. Stéphane et Jérôme doivent traverser le grand lagon interne d'Europa pour aborder les premiers chenaux. Les rives se resserrent progressivement. La végétation reprend peu à peu ses droits en un dédale inextricable de bras qui couvre l'est de l'île. L'eau est ici étrangement limpide et peu profonde. Moins d'1,50 m, et pourtant ces eaux débordent de vie. Poissons de récif, coraux, petits requins à pointe blanche, raies pastenagues, mais surtout Stéphane et Jérôme rencontrent, comme ils l'espéraient, des tortues vertes en quantité. L'omniprésence des palétuviers montés sur échasses fait presque oublier la petitesse du lieu. Les canaux se resserrent jusqu'à rendre la progression des canoës difficile. Voilà déjà plusieurs heures que l'exploration des méandres a débuté. Le niveau de l'eau baisse avec la marée, jusqu'à ne laisser que quelques centimètres de profondeur. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau. On a bien fait de prendre les canoës parce que je pense qu'avec l'annexe, on n'aurait pas été très très loin. Ouais, c'est clair. Comme ça, en plus, on peut profiter de toute la journée dans la mangrove là, pour prospecter. C'est plus intéressant. Ouais, puis on peut aller dans tous les bras. Enfin, c'est vraiment une exploration complète avec les canoës. Vous savez, là, on dirait que le courant s'inverse. Pourtant, on est encore à marée descendante. Donc, normalement, on devrait pousser l'eau du lagon là. Ah ouais, ça devrait partir derrière nous. Et ça, regarde le canoë là, inversé. il part tout seul. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est assez bizarre. Bon, on peut même se laisser entraîner là par le canoë. On va se laisser porter. Ok. C'est une île qui est sur un socle un peu karstique là, avec des fissures, donc il y a peut-être de l'eau qui part par là-bas. Qui rejoindrait la mer alors. Qui rejoindrait la mer. Et il y aurait des reflux à la marée haute alors je suppose avec des entrées d'eau fraîche. Tiens, regarde. Ouais. Ah, c'est une imbriquée. Ça fait 2 fois qu'on en voit là, alors qu'on n'avait pas vu dans la partie haute
dans la partie haute du lagon. Hein. Ouais, pour l'instant, on avait vu que des vers. Bah, écoute, on va aller voir. Hein. Tiens, là, il y a un passage. Là. Ouais. Jérôme et Stéphane progressent au milieu des champignons de coraux fossiles, affûtés comme des lames de rasoir, entraînés par le mystérieux courant au fond d'un chenal, à l'opposé de la mer. On va poser les canoës là-bas et on va aller voir à pied parce que là-bas, regarde le courant qu'il y a. Il y a du jus. Hein. Ah, c'est trop chaud en canoë. Hein. Alors, on va voir. On va aller voir. Le débit s'accélère pour prendre la forme d'un petit torrent de montagne sur cette île sans relief. Au fond du bras, l'eau se calme, cernée de coraux affleurants, et paraît s'engouffrer dans des cavités coralliennes, comme aspirée dans des siphons, pour se perdre mystérieusement sous la roche. Tiens, regarde, Jérôme. Là-bas. Oh, là, ouais. La présence en ce lieu de tortues imbriquées se confirme. Plusieurs demeurent là, blottis dans des cavités calcaires. Oh, super. Super. Ah, elle est costaud. Hein. On va se mettre, là. On va poser ça. On va poser là. Putain, c'est bien, c'est 30 kg, 1,40 kg. Hein. Ah, elle est costaud. T'as vu comme elle est grasse? Elle est magnifique. Elle a une épaisseur incroyable. Pourquoi une telle disparition de l'eau? Pourquoi ces tortues imbriquées ont-elles eu domicile en ce lieu si particulier, alors qu'elles sont quasi absentes partout ailleurs? Voilà. Stéphane et Jérôme sont très excités par cette nouvelle découverte. Malheureusement, ils n'ont pas emporté avec eux leur matériel de bagages et d'études. Et la journée est bien avancée. Ils doivent relâcher la tortue, mais se promettent de revenir très vite pour élucider le mystère. Face ouest de la mangrove, la végétation se fait plus terrestre. L'élévation du niveau du sol y est pour beaucoup. C'est ce secteur, plus aride, que Vincent Boulet, directeur scientifique du Conservatoire national botanique de Mascarin, a choisi pour se mettre au travail. Pour lui non plus, pas de temps à perdre. Il doit non seulement participer à l'étude de cette mangrove si particulière, mais aussi parcourir le reste de l'île qu'il découvre pour la première fois. Bien, alors on est ici dans une partie un peu originale de la mangrove d'Europa. C'est une partie qui est sableuse, donc les fonds ont été saupoudrés, envahis par le sable, et ça permet donc d'observer une mangrove à Bruguera, le palétuvier le plus rare d'Europa, qui occupe un certain nombre de petites taches et préférentiellement justement sur des zones qui sont sableuses. Ah, on voit la mangrove, elle est installée sur du sable corallien, un peu argileux, ou sableuse. Estimer la biodiversité végétale, et en particulier inventorier les espèces de palétuviers, Vincent est rompu à ce genre de mission sur le terrain. Il a déjà parcouru une grande partie des îles de l'océan Indien. Mais Europa manquait encore à son tableau de chasse. Seul, dans cet univers végétal, il est chez lui. L'exploration de la veille a conforté les deux scientifiques sur la présence en grand nombre de tortues vertes immatures dans la mangrove. Stéphane et Jérôme, accompagnés de Robin Roland, biologiste, n'ont que quelques jours pour atteindre leur objectif, la capture de 30 tortues vertes. Même s'il s'agit d'immatures, dans des eaux calmes et peu profondes, ce n'est pas chose facile. Il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. D'abord la saisir, ensuite la maintenir fermement sous les nageoires antérieures, et enfin reprendre appui
pour la hisser sur la petite embarcation. Une fois immobilisée, elle y sera mesurée et baguée. Mais les scientifiques prélèvent également un petit morceau de peau sur la nageoire antérieure du reptile, qui servira aux études génétiques. Le prélèvement est indolore pour l'animal. Il était accroché où ? Regarde le fond. Il était accroché où pas ? Je me demandais pourquoi. Pour que ça brûle mieux, avec un coton-tige. Enfin, le profil de chaque tortue est photographié et servira plus tard à l'identification, au même titre que la bague. La disposition et la forme des écailles de la tête est unique, telle une empreinte digitale. Sur ces quelques jours de mission, Stéphane et Jérôme vont pouvoir recueillir de nombreuses informations sur les tortues vertes juvéniles, à un stade peu connu de leur cycle biologique. Cette nurserie naturelle, à l'abri des grands prédateurs, est le site idéal pour assurer leur croissance dans une relative sécurité. Et voilà. Après une vie solitaire, dans l'immensité de l'océan, les jeunes tortues viennent dans la mangrove rechercher une nourriture plus abondante et se mettre à l'abri des grands prédateurs. La plongée sur tortue, les frégates la maîtrisent aussi, et leur frappe est chirurgicale. Sur les émergences diurnes, les quelques 150 bébés tortues qui sortent du sable n'ont aucune chance de parvenir à l'âge adulte. La distance qui les sépare de l'eau s'avère fatale, malgré une course effrénée. Les prédateurs sont nombreux à se délecter de ce menu providentiel. Mais aujourd'hui, les frégates ne vont rien laisser à leurs petits camarades crabes, Bernard l'ermite ou poissons d'hiver. C'est aussi la saison des naissances pour la colonie de frégates, et il faut nourrir les oisillons. La cure est terminée, quelques guetteurs restent sur les lieux, au cas où des retardataires tenteraient de sortir du sable. Pour les autres, direction l'intérieur des terres, dans la forêt de Forbes. Les petits gosiers affamés attendent, grands ouverts. La forêt sèche de l'Ouest est essentiellement formée de forbes, parfois associées à des ficus. Souvent inextricable ou s'ouvrant sur des clairières, cette forêt, installée sur un sol rocailleux, est le site privilégié pour la nidification des fous à pieds rouges et des frégates. Les euphorbes offrent une rigidité rassurante où il fait bon installer son nid sous la protection des épines, à l'occasion très dissuasive pour quelques agresseurs.
la population de frégates est en diminution dans l'océan Indien. Les voir ici encore en très grand nombre est plutôt rassurant et fait d'Europa un territoire important pour la conservation de l'espèce. Bien que les éclosions soient déjà nombreuses à cette époque de l'année, c'est encore pour beaucoup la saison des amours. Les mâles, gorge rouge déployée, appellent les futures compagnes. L'attente, souvent trop longue, peut parfois être vaine. Beaucoup moins turbulents, les fous à pieds rouges ont aussi choisi les zones occupées par les euphorbes. Ils n'apprécient que très modérément toute l'agitation causée par les frégates en mal d'amour. Plus au sud, des centaines de milliers de sternes fuligineuses en phase de séduction tournoient en quête de l'âme sœur sur plusieurs centaines de mètres de haut, dans un vacarme indescriptible. La côte sud d'Europa est de loin la plus inhospitalière. L'épave d'un bateau de pêche se dresse, tel un mauvais présage pour dissuader les tortues de choisir cette plage. Pour pondre hors de portée des flots rugissants, les femelles parcourent des distances qui peuvent s'avérer fatales. Leurs carcasses blanchissent au soleil après avoir nourri les bernards l'ermite. Guidés par Stéphane, Vincent et le reste de l'équipe de scientifiques explorent à leur tour la partie inondée de la mangrove. Alors là, on a une petite mangrove pionnière de front de lagune avec le Rhizophora mucronata, un des 4 palétuviers qu'on trouve à Europa. Donc assez facile à reconnaître avec ses échasses en forme de demi-cercle et puis aussi avec ses feuilles qui possèdent au bout une petite pointe, un petit mucron, d'où son nom, Rhizophora mucronata, le Rhizophora mucroné qui est très bien nommé et qui est un des palétuviers les plus marins d'Europa. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est intéressant, on voit un petit peu comment s'est formée cette mangrove. Donc au départ, le plateau récifal fossile a été dissous progressivement. D'ailleurs, il reste un certain nombre de têtes de corail en forme plus ou moins de champignons, qui sont les marques du platier qui a donc disparu pour former cette espèce de boue corallienne qui va tapisser le fond de ces chenaux et qui constitue les éléments fins suffisants pour l'implantation d'une végétation de mangrove. Tiens, regarde, tu vois, partout où il y a du sable, en fait, tu as un petit herbier qui n'est pas dense du tout. Ouais. Il est assez remarquable, a priori, là, il se retrouve dans tous les marigots, dans l'estuaire. On a vu au moins 3 ou 4 espèces différentes. Il y en a vraiment partout là. Il y a un joli petit herbier, pas très dense, mais... L'herbier est assez dispersé. Mais il est bien pâturé. Alors justement, est-ce qu'on a des traces de pâturage? Là, il y a une belle touffe. Donc ça, c'est laquelle, celle-là? Ça, c'est Alophylla ovalis. Alophylla ovalis, ouais, avec les feuilles ovales. Voilà. Donc, qui est bien adapté au pâturage et qui repousse assez facilement grâce à ces rhizomes là, qui permet à la plante de rejeter rapidement. Avec les thalassia qu'on avait trouvées à l'entrée de la mangrove, là, ça fait 3 espèces. Et en fait, les petites vertes, on sait pourquoi elles sont là. Quoi. Là, c'est certain. Là, elles se protègent des requins, mais en plus, elles ont aussi le couvert. Quoi. Ils n'ont pas que le gîte. Puis hier, on en a capturé une, elle avait même encore un bout d'Alophylla qui dépassait de la gueule. On a capturé une qui était en train de brouter. C'est un écosystème remarquable.
L'ancienne station météo de l'île est aujourd'hui reconvertie en gendarmerie. Le bâtiment fait office de laboratoire de campagne pour Niki Gravier-Bonnet et Sergueï Slobodov. Ces deux chercheurs de l'Université de La Réunion sont venus pour inventorier sur Europa les hydraires, organismes marins proches des méduses. Force est de constater que dans la mangrove, la récolte est plutôt maigre. Le lagon mangrove, moi je l'appellerais un peu, est un milieu vraiment très, très particulier. Et nous avons exploré deux zones vraiment différentes. Une zone qui est vraiment mangrove type, avec des eaux qui stagnent et même ça doit se vider certainement aux plus grandes basses mers. Donc là, nous n'avons trouvé aucune espèce, ce qui est pratiquement logique, étant donné que les hydraires, pour la majorité, ont besoin d'eau très oxygénée, de courant, etc. Et par contre, dans la zone très spéciale, très particulière du fond, là, tout au fond où il y a le trou, là, nous avons trouvé des espèces vraiment très très intéressantes que nous n'avons pas trouvées ailleurs. Là, j'ai trouvé sur ces rochers là, en dessous là, dans des cavités, une colonie de ces grandes tailles là qui est accrochée. Donc je vais essayer de décrocher un petit morceau de roche sur laquelle la colonie est fixée. Voilà. Voilà, en fait, ça ressemble à de petites algues, mais en fait ce sont des animaux. Il y a une espèce de racine, comme une racine en fait, qui relie des petites tiges entre elles. Et dans chaque tige, dans chaque petite loge que l'on voit là, il y a un petit polype. Donc ça, on peut voir ça évidemment beaucoup mieux quand on regarde avec une loupe, après, parce que là les polypes ils sont rentrés dans leur petite loge, ils se sont renfermés. Ces espèces-là, nous ne les avons pas trouvées sur les platiers coralliens par exemple, ce sont des espèces différentes. Donc c'est vraiment intéressant. Et par contre, il nous aurait fallu un peu plus de temps pour explorer d'autres zones où il y avait des coraux, où il y avait de l'herbier. Malheureusement, nous espérons pouvoir revenir et continuer l'exploration de cet endroit si particulier, qui offre vraiment des conditions locales très différentes d'un endroit à l'autre. Comme prévu, Stéphane et Jérôme reviennent sur le site découvert au début du séjour. La marée descendante met aujourd'hui encore en évidence le phénomène de siphon. Ah vas-y, là il y en a une, Stéphane. Les tortues imbriquées sont toujours présentes en nombre et la récolte de données va être bonne. Je l'ai. Oh la vache, c'est mort. Putain, c'est vrai imbriqué. Regarde ça. Oh putain, il y en a une autre. Vache. Ah ça, elle essaie de niaquer, hein. Deg. Bon, on va peut-être la faire là. Les deux scientifiques n'ont jamais connu pareil lieu, ni rencontré, de façon aussi concentrée, autant de tortues de cette espèce. Ouais. Waouh. C'est fou ce qu'il y en a, hein. J'ai l'impression qu'ils ont plus tendance à niaquer. Alors souvent c'est les plus petits qui. Lors des fortes marées, le courant est impressionnant dans ces siphons naturels. L'apport d'eau fraîche du large et la forte oxygénation qui en résulte favorisent la présence d'organismes ordinairement absents dans le fond des mangroves. Au fond de ce bras, la mangrove se vide et se remplit par les cavités traversant le socle corallien, directement relié à l'océan tout proche.
Le socle calcaire est ici presque entièrement recouvert de colonies d'anémones de mer, particulièrement appréciées des tortues imbriquées. En cette fin de mission, le bilan est particulièrement positif. Et la première, 68. Ouais, celle-là, c'est la 9, ça va faire la petite. Plus de 30 prélèvements génétiques ont été réalisés sur de jeunes tortues vertes et sur 13 imbriqués capturés près du siphon. Les données recueillies viendront s'ajouter à l'importante banque de données sur tout l'océan Indien, mise en place par Ifremer et Kelonia. Elles sont assez calmes de manière générale, donc... Par contre, les imbriqués, il faut faire attention parce que ça a un gros bec. Venue avec de nombreuses interrogations, l'équipe de Kelonia et de l'Ifremer repart en ayant levé en partie le voile sur le fonctionnement de cet écosystème remarquable et sur la présence des tortues en grand nombre. La mangrove a livré quelques-uns de ses secrets. La biodiversité et les habitats exceptionnels d'Europa méritent une attention particulière et, comme sur beaucoup d'autres îlots, son équilibre est fragile. Mieux connaître ces milieux, les étudier, les inventorier, permettra de nourrir la réflexion sur les mesures à engager afin de réagir aux changements climatiques fondamentaux qui se préparent.